Alors, conformité réglementaire, sécurité des données, confiance des clients, performance, agilité. Réalité technologique et force géopolitique s'opposent et rendent le sujet complexe à appréhender. Alors, la tâche est complexe pour les entreprises qui souhaitent profiter des avancées technologiques qu'apporte le cloud, tout en protégeant leurs données et ainsi adopter un cloud dit de confiance. Alors, notre ambition dans la prochaine demi-heure, ça va être de parcourir en fait ces leviers de décision en croisant les regards de l'expert technologique, donc Henri Chabrier, qui est associé en charge de l'offre Cloud Transformation chez PwC, l'experte juridique, Valérie Hommage, avocate associée chez PwC, société d'avocats, et donc responsable de la pratique de droit de l'information, et donc celui de l'expert cybersécurité, que j'apporterai en tant qu'associé responsable de la pratique cybersécurité de PwC. Alors avant que Valérie ne revienne sur la définition de la problématique sous l'angle des textes et des normes, une première pensée pour cadrer la suite de notre propos. Le cloud totalement souverain n'existe pas et n'existera pas dans les années à venir pour des usages grand public. Donc ça, c'est une première grande assertion qu'on souhaitait poser et on expliquera ce qui la sous-tend. Donc qu'on le veuille ou non, cette souveraineté étant entendue comme la maîtrise totale de son SI, et donc l'absence de toute dépendance à l'extérieur ne sera jamais complète tant que les principaux logiciels d'entreprise et les concepteurs et fabricants de puces et matériels seront fournis par des entreprises extra-européennes. Alors la notion de souveraineté étant difficile à appliquer dans le contexte actuel, la question qui se pose est plutôt la question du niveau de confiance que l'on fera à des États ou des tiers qui seront impliqués dans la chaîne cloud et donc qui pourraient avoir la capacité d'accéder aux informations de l'entreprise. Ce niveau de confiance, il implique un niveau de contrôle plus ou moins fort à définir, qui pourra apporter son lot de contraintes, de la complexité et des surcoûts. Dans toute la suite de cet échange, en fait, il faudra se poser la question du positionnement qu'on souhaite avoir par rapport à ce curseur, en fonction de ce qu'on nous demande de protéger sur le plan légal, de ce que l'on souhaite protéger en tant qu'entreprise, mais aussi en fonction des leviers fonctionnels et compétitifs que l'on souhaite activer pour tirer les pleins bénéfices du cloud. Donc nous nous intéresserons également au comment, et notamment à la nécessité pour la plupart des acteurs de recourir à l'hybridation et au multi-cloud pour réconcilier toutes ces contraintes. Donc nous verrons que ces architectures apportent leurs propres risques de cybersécurité, à anticiper bien sûr, mais aussi une opportunité unique de mieux utiliser et d'automatiser toute cette approche. Donc alors peut-être pour commencer cet échange, Valérie, peut-être tu pourrais nous donner un petit peu ta vision réglementaire et légale de ce que recouvrent ces notions de cloud souverain et de cloud de confiance. Merci. Oui, alors effectivement, les notions de cloud souverain et de cloud de confiance sont des notions qui sont souvent prises les unes pour les autres. Et enfin l'une pour l'autre, et c'est un petit peu normal dans la mesure où ces deux notions poursuivent la même ambition, c'est-à-dire l'ambition de non seulement pouvoir offrir un cloud extrêmement sécurisé d'un point de vue technique, mais également un cloud qui permet de se prémunir des effets extraterritoriaux des textes qui pourraient s'appliquer aux prestataires de services de ce type de cloud. En réalité, la différence entre ces deux notions, c'est que le cloud souverain, quelque part, est un peu l'ancêtre du cloud de confiance. Le cloud souverain, en fait, est né sous la plume du directeur des collectivités territoriales et du directeur des Archives de France en 2016, dans une note d'information qui était destinée aux collectivités territoriales et qui avait pour ambition de les faire migrer à moyen terme sur des clouds dits souverains et définis comme des clouds franco-français, c'est-à-dire des clouds opérés par des opérateurs français et intégralement sur le territoire national. La suite de cette ambition-là, ça a été un échec dans la mesure où en réalité le marché n'était absolument pas capable de proposer ce type de solution aux collectivités territoriales. Et l'État en a pris acte et s'est rendu compte que entre la volonté de faire du franco-français ultra sécurisé et la possibilité de le faire sur le marché, il y avait un monde extrêmement vaste. Et donc, il a revu sa copie et a imaginé une nouvelle notion plus souple en 2021 avec celle du cloud de confiance, qui reste un cloud ultra sécurisé, qui est fondé sur le référentiel SecNumCloud de l'ANSSI,
et qui embarque en fait un volet qui permet de se prémunir contre les effets extraterritoriaux des textes qui pourraient s'appliquer donc à des prestataires tiers, en proposant en fait une possibilité de certification de SecNumCloud uniquement aux entreprises européennes qui vont opérer les données exclusivement en Europe, et en leur permettant d'embarquer des prestataires tiers hors Union dans les offres certifiées, mais à la condition de mettre en place des garde-fous techniques extrêmement rigoureux, et donc en organisant une étanchéité de données vérifiée par l'ANSSI. C'est le référentiel actuel, donc qui a SecNumCloud, qui a été revisité et mis à jour en 2022 et qui s'applique aujourd'hui lorsqu'on parle de cloud de confiance. Alors, le cloud de confiance, quel est son caractère obligatoire? À date, il a vocation à s'étendre. Mais aujourd'hui, le cloud de confiance est obligatoire uniquement pour les services de l'État lorsqu'ils traitent de données dites sensibles au sens large, c'est-à-dire qu'on va dépasser le cadre du RGPD, on va être sur tout type de données sensibles, et lorsque on est sur des traitements de services essentiels de l'État. Pour la sphère privée, le seul texte pour le moment contraignant qui impose SecNumCloud, c'est pour les prestataires les plateformes de dématérialisation partenaires, qui sont en fait les plateformes auxquelles on doit recourir dans le cadre de l'e-invoicing. Ces prestataires-là, s'ils souhaitent recourir à des prestataires de services de cloud, ils doivent le faire uniquement auprès de prestataires certifiés SecNumCloud. Valérie, tu as évoqué les effets extraterritoriaux des textes étrangers, notamment des US. Peux-tu nous en dire plus en fait, sur ces réglementations américaines notamment? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'à peu près toutes les réglementations, pour tous les pays du monde plutôt, disposent de réglementations qui ont des effets extraterritoriaux. Donc, les effets extraterritoriaux, c'est en fait des conséquences de lois nationales qui s'appliquent à des ressortissants d'un pays donné, et qui vont permettre en fait à l'État de pouvoir contraindre ses ressortissants à faire un certain nombre de choses, et en l'occurrence à laisser accès aux données qui sont traitées par ces ressortissants-là. Il n'y a pas que les États-Unis, donc comme je disais, qui ont ce type de texte. Par exemple, la Chine en a, nous en avons également. Simplement, il y a eu une mise en lumière extrêmement forte qui a été faite sur les États-Unis, parce que bien sûr, nos données sont essentiellement traitées par des sociétés de la Silicon Valley. Et donc, l'accent a été mis sur les réglementations américaines, qui sont en outre tout à fait pléthoriques en termes d'effets extraterritoriaux. Donc, ce qu'on connaît le plus, ça va être le Patriot Act, le FCPA, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est très très ancien, qui date de 1978, donc qui est une législation qui a été prise à la suite du Watergate. Donc le FCPA qui permet, à partir du moment où on a un soupçon de corruption d'agents étrangers, d'avoir le DOJ qui peut ordonner des mesures extrêmement contraignantes sur les sociétés et sur leurs filiales. On a donc, comme je disais, le Patriot Act qui, lui, a trait cette fois-ci à tous les actes de terrorisme. On a le Cloud Act qui permet à tout le système, aux autorités judiciaires américaines d'imposer également des accès aux données traitées par les sociétés américaines. On a également le FISA 702 qui a fait couler énormément d'encre, puisque là, c'est la capacité pour les agences américaines, type FBI, CIA, etc., d'accéder à tout un tas de données. Donc, c'est aujourd'hui la menace pour nos données, c'est la menace qui correspond au fait, pour les prestataires qui sont soumis à ces réglementations, de se voir contraindre d'accéder à ces données au motif que s'ils ne le font pas, ils encourent des amendes extrêmement importantes. On parle en milliards de dollars. Donc on comprend bien que les États-Unis ont été un peu précurseurs et un peu drivers sur cette dimension-là. Alors du coup, on en est où en Europe ? Alors, la réponse qui a été faite par l'Europe pour tenter de se prémunir de ces textes, c'est en fait le RGPD qui impose à tous les responsables de traitement et sous-traitants qui sont soumis au RGPD de mettre en place un certain nombre de mesures lorsqu'ils comptent transférer des données en dehors de l'Union vers des pays qu'on dit non adéquates, c'est-à-dire qui ne disposent pas d'une législation interne suffisante pour assurer la protection des données.
Donc, dans l'hypothèse où on veut faire ce type de transfert, le RGPD prévoit qu'on doit utiliser des outils juridiques qui étaient au nombre de 3 et aujourd'hui il n'y en a plus que 2, qui sont en fait des organisations contractuelles. Hein. On a les clauses contractuelles types, qui sont des clauses contractuelles qui ont été validées par la Commission européenne et qui imposent tout un tas d'obligations à la charge de l'importateur et de l'exportateur de données, notamment de sécurité. Donc, il y a ces clauses contractuelles type-là qui doivent être mises en place. Et on peut aussi imaginer un système de binding corporate rules, c'est-à-dire un maillage contractuel qui encadre la circulation des données lorsqu'on est entre groupes. Et il y avait, mais il n'y a plus, le Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'était en fait un outil qui avait été spécifiquement négocié entre l'Europe et les États-Unis pour permettre aux sociétés américaines qui acceptaient de s'auto-certifier, par rapport à un référentiel assez contraignant, de pouvoir recevoir des données de l'Europe parce qu'on considérait qu'étaient organisées dans ces sociétés des petites sphères de confidentialité, une espèce d'adéquation sur la société en fait en question, et par conséquent, à partir du moment où on transférait des données sur une société auto-certifiée Privacy Shield, on était complètement conforme. Toute cette donne a intégralement changé en 2020 avec un arrêt retentissant qui s'appelle l'arrêt Schrems II, dont vous avez certainement entendu parler. Donc Schrems II, puisque c'est le nom en fait de son initiateur, Max Schrems, qui est un activiste autrichien, avocat de son État, et qui a voué toute sa carrière à la défense de l'efficience du RGPD. Et Max Schrems n'était pas à son coup d'essai avec cette décision, puisqu'il avait précédemment fait tomber une première version du Privacy Shield, qui s'appelait le Safe Harbor, en 2016. Et donc, la CJUE, en 2020, a suivi l'argumentaire de Schrems, qui disait que, de toute façon, ce n'était pas possible de recourir au Privacy Shield parce qu'on était sur un outil qui n'était pas du tout suffisamment sécurisé, puisque d'une part, on était sur un système d'autocertification mal contrôlé par les autorités, donc il suffisait de dire qu'on était conforme, mais finalement, la réalité des pratiques n'était pas auditée suffisamment. Et puis surtout parce qu'ils considéraient qu'à partir du moment où l'entité était américaine, elle pouvait se retrouver sous le coup de pressions étatiques énormes, notamment avec des sanctions financières. Et donc, de toute façon, même si on envoyait les données là-bas, l'entreprise ne pouvait pas faire autrement que de laisser accès aux données pour pouvoir déférer aux éventuelles demandes des autorités américaines. La CJUE a suivi Max Schrems donc là-dessus et donc a totalement, et du jour au lendemain, invalidé la possibilité de recourir au Privacy Shields. Et la CJUE a même été plus loin puisqu'elle a considéré que les 2 autres outils qui restaient valables l'étaient toujours, mais à la double condition d'ajouter 2 éléments très importants. Le premier, c'était avant de considérer la possibilité d'un transfert, donc les sociétés doivent faire une évaluation de risque du pays d'accueil, de la législation du pays d'accueil des données. Et dans l'hypothèse où l'évaluation de risque aboutit à un risque avéré, à ce moment-là, elles doivent mettre en place des mesures techniques et opérationnelles additionnelles pour pouvoir limiter ce risque. Alors, les mesures techniques et opérationnelles qu'on imagine, qui sont possibles, c'est limiter le traitement, c'est-à-dire qu'on va finalement transférer moins de données que ce qu'on imaginait. Ensuite, on va les crypter. On va éventuellement demander aux prestataires, le prestataire ou l'autre société en tout cas qui recueille les données, de prévenir dans l'hypothèse où il est sous le coup d'une demande de droit d'accès. Et puis, dans certains cas, on ne peut tout simplement pas transférer quand même parce qu'on considère que les données sont trop sensibles et le transfert est interdit. Alors dans ce contexte, on entend beaucoup parler de labels en fait, visant à qualifier les prestataires de cloud. Notamment, tu as évoqué Secnum Cloud. Alors comment ces labels aujourd'hui prennent en compte en fait cette notion d'extraterritorialité? Alors pour Secnum Cloud, en fait, la solution qui a été trouvée. Vous m'entendez? Oui, si. La solution qui a été trouvée dans Secnum Cloud, en fait, elle est maximaliste, c'est-à-dire que tout simplement, pour pouvoir bénéficier de la labellisation, la société qui va embarquer des prestataires donc hors UE doit démontrer que ces prestataires n'ont aucun accès technique aux données,
Ce qui fait que dans l'hypothèse où ils seraient sous le coup d'une demande de leur autorité d'origine, ils ne pourraient de toute façon pas y déférer, techniquement parlant. Donc en fait, la solution, c'est l'étanchéité technique complète et vérifiée par l'ANSSI. C'est ça. Alors du coup, Henri, ce paysage réglementaire étant posé, passons à la mise en œuvre. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de comment le cloud de confiance s'intègre de manière concrète dans l'écosystème technologique de l'entreprise? Oui, merci Jamal. Alors déjà, tout d'abord, avant de rentrer dans la technologie propre au Secnum Cloud et au cloud de confiance, donc, il faut bien se rappeler ce qu'on va chercher dans le cloud. Donc en premier, on va dire, ça va être tout ce qui va être une montée à l'échelle très rapide, soit de manière temporaire, soit permanente. Également un mode de consommation as a service, donc le fameux as a service, donc ce qui est assez important, c'est-à-dire on ne veut pas immobiliser de moyens opérationnels ou financiers, alors en particulier dans le cas temporaire, mais même de manière générale, pour avoir toute cette flexibilité. Donc ça, c'est ce qui est déjà en premier lieu. Alors ensuite, pour faire quoi? Alors pour faire quoi? Aller chercher bien sûr de l'innovation pour servir ces métiers. Donc si on regarde et bien sûr dans un budget maîtrisé le plus possible, donc ça va être un des points également d'équilibre qui va amener au multi-cloud de manière assez naturelle. Alors tout n'est pas éligible non plus au cloud de confiance, donc il va y avoir des clouds privés, il va y avoir des data centers en propre, mais également les hyperscalers ou cloud public en général, où il va falloir bien répartir toutes ces fonctionnalités. Donc si on regarde sur cette équation et ce qui est disponible d'un point de vue offre cloud de confiance, donc là voilà, il y a des certifiés, alors la liste évolue, il y en a qui sont en cours de certification, donc il y a pas mal de briques d'infrastructures qui sont disponibles, on remonte dans les briques de plateforme, donc plateforme as a service, et également sur des services spécifiques de type visioconférence. Voilà, donc il y a une offre qui s'enrichit littéralement tous les jours. Voilà. Mais ce qu'on a vraiment envie de retrouver également dans cette offre-là, ça va être tout ce qui est innovation, encore un petit peu plus, je dirais, et avec cette possibilité de monter à l'échelle. Donc un petit peu s'appuyer sur l'offre ou la promesse du cloud, des géants du numérique et les hyperscalers en particulier. D'où nous voyons plusieurs co-entreprises se créer sous forme d'entreprises françaises avec de la technologie américaine. Donc il y a plusieurs initiatives, comme vous le savez tous, qui sont en cours. Donc qui prennent la route de la certification. Donc on va dire époque passionnante, parce qu'on voit qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se monter, donc avec des players français. Et si on réfléchit bien, finalement, cette problématique, elle n'est pas que française. Dans tous les États, il y a des approches similaires. Et là, il y a quand même une opportunité assez intéressante pour toutes les entreprises françaises, sous forme de partenariat, où il y a quand même pas mal de partenariats à utiliser dans la technologie qui est aussi embarquée, pour se positionner ou se repositionner de manière plus globale sur ce marché du cloud et de l'innovation. Donc là, il faut le prendre de manière plus globale, même si effectivement le cloud de confiance est centré sur la France. Alors maintenant, comment faire? Donc on voit bien qu'on va se retrouver dans une situation de multi-cloud. Et pour se retrouver dans cette situation de multi-cloud, déjà, il faut réussir à le faire tout court. Donc il faut partir de la donnée, ce qui va être effectivement qui est le cœur au niveau réglementation, comme le soulignait Valérie, et en évolution aussi, ces réglementations. Être capable finalement de la partitionner pour pouvoir distribuer ces données sur différents clouds. Donc là, on va rentrer dans une problématique d'architecture plutôt microservices, de containerisation quelque part, tout pour simplifier. Donc la technologie est là pour le faire. Mais des fois, le point de départ peut être assez complexe, si c'est assez monolithique. Il y a une dette technique qui peut être là, même si on a déjà bougé dans le cloud. Si on a fait un lift and shift, on n'a pas forcément résolu quoi que ce soit. On a déplacé, pas le problème, on a pu optimiser financièrement déjà pour une partie, on peut avoir plus de flexibilité, mais on n'est pas rentré dans le dur pour être capable justement de partitionner, d'avoir toute cette flexibilité finalement, de pouvoir faire exécuter là où on le souhaite en fonction des données. Donc il y a finalement le premier challenge qui va être autour de la compétence, parce qu'il faut les équipes pour le faire, et c'est devenu stratégique. Il faut les équipes en interne, d'architectes. Alors bien sûr, il peut y avoir des prestataires, et on est assez motivé pour aider effectivement sur cette partie-là, mais cet aspect-là est assez important, que ce soit
fait en interne. Voilà, qu'il y ait une bonne maîtrise de son architecture autour de la donnée. Le deuxième pan va être également autour de l'industrialisation. On se rend compte, alors là on parle spécifiquement des couches IaaS et PaaS autour du cloud de confiance, mais il y a toute la partie SaaS également, parce que sur l'innovation, il y a beaucoup de logiciels, alors soit qu'on redéploie sur ces clouds de confiance, sur des clouds privés s'il faut, mais on se rend compte qu'il va falloir être capable d'automatiser l'ensemble des opérations. Alors, ça va être plus que de l'infra as a code, alors qui est déjà un premier pas, mais ça va être de l'operation as a code, c'est-à-dire qu'il faut être capable de gérer les déploiements, mais aussi toute la gestion financière en multi-cloud. Donc il y a pas mal de... Alors, c'est pas forcément des dérives négatives, mais les coûts, normalement, augmentent quand on va dans le cloud. Alors, soit parce qu'on a transposé une pensée data center dans du cloud, donc ça, en général, ça explique un tiers, mais aussi, on a libéré, alors c'était le point sur l'innovation et la montée à l'échelle rapide, toute la flexibilité et l'agilité, on a libéré ça de manière positive pour les entreprises en général, d'ailleurs, et forcément, ça va impacter la consommation. Donc, il faut être capable de le gérer de manière automatisé, agrégé à travers les différents clouds. La même chose pour la supervision technique qui va se trouver là. Et bien sûr, le contrôle des données. On en parlait, c'est bien beau d'avoir un cloud de confiance, mais si on ne gouverne pas, on ne contrôle pas où vont les données, où sont déployées les données, on n'aura pas gagné grand-chose. On risque de s'exposer à aller remettre des données sensibles dans des clouds publics par mégarde. Donc ça, il faut vraiment de la politique autour de la gestion des données. Pour vraiment contrôler tout ça, il faut vraiment une tour de contrôle des données. Et bien sûr, d'être capable d'assurer la partie cybersécurité dans cet espace multi-cloud avec toutes ces problématiques propres. Alors d'ailleurs, Jamal, si tu peux nous éclairer sur ce sujet. En réalité, tu as un peu commencé à le faire. Donc, ce qu'on vient de voir avec Henri, c'est que tous ces enjeux apportent un certain nombre de problématiques sur le plan de la cybersécurité. Alors déjà, je pense que ce qu'on peut mettre en avant, c'est clairement le fait que le multi-cloud induit une plus grande complexité, en fait. Parce que ça nécessite d'en maîtriser en fait l'ensemble des couches qu'il sous-tend. Henri parlait de IaaS, de SaaS et de PaaS. Et c'est vrai que ça nous pousse à passer d'un paradigme où dans l'ancien monde, l'entreprise ne choisissait, on va dire, qu'un seul fournisseur pour les couches basses, si je puis dire ça comme ça. Aujourd'hui, avec le multi-cloud, c'est plusieurs philosophies de sécurité et plusieurs technologies qu'il faut maîtriser, et ça de bout en bout. Donc ça apporte un enjeu, notamment d'upskilling, comme tu l'évoquais, Henri. Alors maintenant, sur le plan de la cybersécurité, on a chez PwC une cellule de veille et on est impliqué dans des réponses à incidents, ce qui nous permet d'observer qu'aujourd'hui, voilà, cette complexité, c'est un fait, elle amène à une exposition à des vulnérabilités, alors qui sont dites simplement des vulnérabilités liées à des erreurs de configuration ou des erreurs d'architecture, mais qui aujourd'hui mettent en risque les données. Donc ça nécessite clairement d'avoir une anticipation de ces enjeux de cybersécurité dès la conception de ce move to cloud. Alors pour renforcer la cybersécurité, nous on voit deux opportunités en fait principales. La première, c'est l'automatisation. Autant elle peut apporter de l'efficacité d'un point de vue, on va dire, gestion de l'infrastructure à proprement parler, mais elle peut aussi en apporter sur la dimension cybersécurité, parce que ça permet d'imposer des rails et un certain nombre de garde-fous sur les configurations qui sont mises en production en fait. Et la deuxième grande opportunité qu'on voit, c'est également sur la dimension contrôle. En fait, le cloud apporte aujourd'hui des possibilités d'avoir des démarches de contrôle qui sont outillées, automatisées, et voire même qui vont jusqu'à l'automatisation de la remédiation lorsqu'il y a une déviation par rapport aux standards. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant et qu'on observe aujourd'hui comme étant malheureusement très peu utilisé. Alors, ça présuppose d'avoir investi en amont dans la transformation cloud sur ces sujets de cybersécurité, ce qui est malheureusement pas toujours le cas aujourd'hui. Donc voilà, réfléchir sur les enjeux cyber autour de la transformation. Donc les thématiques, on peut en invoquer un certain nombre. Les thématiques autour de la gestion des accès, les thématiques autour de la protection des données de manière générale, les thématiques autour de la gestion de la détection. Beaucoup d'entreprises ont déployé leurs propres outils de détection et leurs propres dispositifs de détection, mais l'usage du cloud nécessite de repenser un petit peu le paradigme et les cas d'usage.
Alors Henri, tu as évoqué le cas de l'infrastructure as cloud, pardon. Donc c'est une opportunité, ça nous permet de piloter ces différents clouds de manière unifiée et centralisée. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous amène à repenser en fait quelque part les paradigmes de sécurité sur lesquels on s'appuyait auparavant, notamment tout ce qui touche au cœur de confiance en fait d'un système d'information. Jusqu'à présent, lors des entreprises qui sont largement équipées sur des environnements Microsoft, on pensait largement à l'Active Directory. C'était quelque chose qui revenait très régulièrement dans nos débats de la communauté cybersécurité. Aujourd'hui, les environnements d'infrastructure as code constituent, de notre point de vue, un nouveau cœur de confiance qu'il va falloir sécuriser. Et c'est vrai que ça introduit de nouveaux risques par rapport à ce qu'on pouvait connaître auparavant, parce qu'on ne peut plus supposer que quelque part la compromission d'un environnement dit de développement n'aura pas un impact majeur sur le SI avec ce nouveau paradigme. Donc ce qu'on recommande nous par rapport à ça, c'est clairement d'éviter en fait de mélanger les instances et les usages, donc liés à la gestion de l'infrastructure cloud et par ailleurs des développements qui sont naturellement extrêmement en fait sensibles. Alors enfin, on a évoqué les risques d'accès aux données par le fournisseur de cloud ou par son état d'appartenance, donc on revient aux propos introductifs. On considère aujourd'hui que les risques liés à la supply chain, alors ce qu'on appelle la supply chain, c'est voilà, tout l'écosystème d'acteurs qui interviennent dans cette chaîne cloud, est également un risque qui est aujourd'hui sous-estimé en fait, de manière générale, et en particulier quand il s'agit de la transformation cloud. Donc pour des usages on-premise ou cloud privé, la plupart des acteurs, en fait, elles ont mis en place ces dernières années un certain nombre d'environnements, des infrastructures d'accès, des bastions, qui permettent de segmenter en fait, et garder une maîtrise complète des accès à ces infrastructures. Aujourd'hui, avec le cloud, notamment le cloud public, on peut accéder à ces infrastructures depuis Internet, donc ça nécessite de repenser ça et de faire évoluer quelque part son architecture de sécurité. Alors, toutes ces illustrations, elles démontrent quoi? Elles démontrent que les problématiques à garder en tête pour concevoir son cloud de confiance sont l'intégration de la cybersécurité au plus tôt dans la démarche de Move to Cloud, afin d'appréhender au mieux la complexité que tu évoquais, Henri. Clairement, l'évolution des paradigmes, les philosophies diverses aujourd'hui qu'on peut observer, donc il faut se les approprier. Et enfin, la maîtrise des risques liés aux prestataires, qui est également un enjeu clé. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? On va faire un peu le parallèle. Je pense qu'il y a la dimension maîtrise de l'environnement, on va dire, juridique qui est complexe. Deuxièmement, on peut, tu l'as évoqué Henri, avoir une attention particulière en fait, sur la définition des politiques et des architectures de référence, notamment dans le contexte multi-cloud. Alors, petit focus ici, il y a un certain nombre de référentiels qui existent, mais aujourd'hui, ils sont très hétérogènes. Alors, je pense notamment au référentiel du Cloud Security Alliance, du NIST, du CIS, donc il y en a beaucoup. Ils traitent un certain nombre de thèmes de manière voilà, assez hétérogène, donc il convient en fait de s'approprier ces démarches-là. Et enfin, s'approprier les solutions techniques en fait, des clouds de confiance. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de solutions, on peut les coupler. On parlait de curseur en introduction, c'est vraiment ça, c'est vraiment de définir son curseur et positionner en fait, les dispositifs de maîtrise qui viennent mitiger les risques qu'on peut observer. Alors les solutions, elles sont multiples, le Bring Your Own Key, le Hold Your Own Key pour des dimensions de chiffrement, le Confidential Computing, les enjeux de traçabilité, notamment liés à la gestion des accès. Alors peut-être pour conclure, je pense ce qu'on peut se dire, c'est que, enfin, une fois de plus, là, je pense qu'appréhender en fait, le cloud de confiance, c'est clairement un exercice de gestion de risque, et que la sécurisation du cloud est avant tout une question de curseur en fait, à positionner pour définir les bons moyens à mettre en œuvre au regard de la menace contre laquelle on cherche à se protéger. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont déjà, pour beaucoup, décidé d'accélérer leur transformation,
Donc les questions qui se posent aujourd'hui sont celles des moyens à mettre en œuvre pour accélérer cette adoption du cloud. Et je pense que le constat qu'on peut faire, c'est que complexité technologique et manque de maturité aujourd'hui, en matière de gestion du risque cloud, constituent un frein en fait, à l'accélération des usages. Donc voilà ce qu'on souhaitait peut-être partager avec vous aujourd'hui. Peut-être pour terminer, on vous invite à poursuivre peut-être cette discussion avec nous sur notre stand. On a publié très récemment une étude autour du cloud et donc qui relate ces enjeux-là. Donc on vous invite à venir la consulter et à partager avec nous sur ces sujets, pourquoi pas après cette conférence. Merci à tous, merci Henri, merci Valérie. Merci à tous.